J'attaque avec toi, Jean-Pierre. Je vais te parler de vie professionnelle et de vie personnelle, qui sont finalement peut-être plus complexes, avec un présent plus prégnant, avec ces apports des nouvelles technologies. Est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'il est encore possible? Quel est ton sentiment? Et puis peut-être, quel est le sentiment pour les plus jeunes qui étudient à l'IGS, d'avoir un équilibre, d'avoir peut-être un cloisonnement entre vie professionnelle et vie personnelle? Raphaël, merci de la question. Je crois que comme le disait d'ailleurs Philippe Vattier tout à l'heure, quand on est au début d'une séquence de travail comme celle que nous allons avoir dans les mois qui viennent, je pense que le temps est effectivement plus aux questions qu'aux réponses. Donc tu as plutôt le beau rôle. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tenter ou essayer de répondre à ta question. Alors je pense d'abord que, et ça aussi ça a été déjà dit, mais je crois qu'il faut se garder dans ce domaine d'une certaine forme d'illusion d'optique. C'est-à-dire que décloisonnement du temps de travail, est-ce que c'est aujourd'hui une généralité absolue? Alors bon, certes, il y a les fraises tagada et les baby-foot dans les halls des grandes entreprises, certes, il y a les espaces de coworking, certes, il y a le télétravail, mais au bout du compte, je vous invite à vous demander combien de fois, quand vous téléphonez à un organisme quelconque, vous vous heurtez à cette réponse: nous sommes ouverts de 9h à midi et de 12h30 à 16h, du lundi au vendredi. Ce qui prouve quand même que le cloisonnement temps de travail, vie personnelle n'est pas complètement, comment dirais-je, reste quelque chose de prégnant. Donc ça, c'est une première réflexion. Alors ensuite, là aussi, je vais faire référence aux 70s dont tu parlais. J'ai commencé à travailler, moi, au milieu des 70s, au siège social d'une grande entreprise située dans le 7e arrondissement. Donc, je veux dire, ce n'était pas germinal. Néanmoins, le début du temps de travail était signalé le matin par une sonnerie et la fin du temps de travail était marquée en fin de journée par une autre sonnerie, qui avait une conséquence immédiate, c'est que les employés enfilaient le matin une blouse soit grise, soit blanche, selon qu'ils étaient plutôt ce qu'on dirait aujourd'hui col blanc ou col bleu, et qu'ils enlevaient la dite blouse à l'heure de la sonnerie de la fin de journée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vécu ça, mais moi j'ai vécu l'arrivée des horaires flexibles. Alors l'arrivée des horaires flexibles a introduit dans ce type d'entreprise une fébrilité qui était une fébrilité absolue, dans la mesure où d'un côté, il y avait ceux qui n'étaient pas soumis à des horaires stricts, en gros l'encadrement, qui vivaient ça comme une sorte de perte de statut, et puis vous aviez les employés qui voyaient à travers l'obligation de badger le retour insidieux de la pointeuse. Donc, je pense que là aussi, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on peut au moins avoir en mémoire quand on parle décloisonnement, temps de travail, vie personnelle ou vie de travail et vie personnelle. Donc ça, c'est une chose. Et récemment, je discutais avec un ami qui est le patron d'une grande entreprise, disons traditionnelle, donc pas une start-up, et qui me disait, dans le fond, cette quasi-obligation ou cette tenue qui est devenue basket, jean, polo quand on va travailler, surtout dans les startups en l'occurrence, est-ce que ça n'est pas finalement avoir troqué simplement un uniforme comme un autre? Et finalement, quand je repense à ta question, ce que j'ai peut-être le plus envie d'explorer, c'est cette idée des rites de passage de la vie personnelle à la vie professionnelle. Moi, je n'ai jamais connu au cours de ma carrière de collaborateurs ou de collaboratrices qui pouvaient s'abstraire totalement, parce qu'on était dans le contexte de la vie professionnelle, du fait qu'il ou elle avait un enfant malade, avait un enfant qui passait le bac, avait tout simplement des amis à dîner le soir. Et donc cette idée du cloisonnement, je crois qu'il faut s'en méfier. C'est pour ça que je préfère cette idée des rites de passage, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se sent soi-même, et pour quel motif, impliqué dans telle ou telle
monde de son activité. Je vais prendre un exemple personnel simple. Je travaille pour toutes sortes de raisons, de plus en plus complètement, en l'occurrence à mon domicile, chez moi. Et du coup, il y a une sorte d'envahissement de la vie personnelle par la vie professionnelle, ou l'inverse. Et en fin de journée, ma femme me dit « Écoute, maintenant, ce serait bien que tu fermes le bureau ». Et fermer le bureau, ça veut dire quoi? Ça veut dire rabattre le couvercle de son ordinateur. Et donc, voilà, moi, mon rite de passage, à un moment donné, du professionnel au personnel, eh ben, c'est fermer l'ordinateur. Donc, voilà, mais le rite de passage de Zinedine Zidane, de moi, Zinedine Zidane, à moi, joueur de foot, il le raconte très bien. Il dit « Je commence par enfiler ma chaussette sur ma jambe droite, puis mon soulier sur mon pied droit, puis sur le même processus sur le gauche, et à ce moment-là, je deviens effectivement le joueur de foot qu'on connaît. » Merci Jean-Pierre. Je vais questionner maintenant Pierre-Marie. On en a parlé concernant les travaux passés sur le pouvoir. On a parlé de la relation temporalité-pouvoir. On a parlé des oppositions de principes entre comportement raisonné, irrationnel, émotionnel. Maintenant, si on pense justement à ces différentes temporalités, on l'a vu, on les a évoquées sous différents noms, avec l'importance des phases présentes, passées, futures. Comment, dans tes équipes, tu arrives à déceler peut-être les bonnes alliances, les bonnes complémentarités par rapport ou les conflits qui peuvent émerger par rapport à ces perceptions temporelles individuelles? C'est toute la difficulté de la composition d'une équipe et l'art du management. J'ai envie de regarder cette question sous l'angle, dans une équipe, on a des collaborateurs de plusieurs générations, donc sous l'angle de la génération, sous l'angle aussi du profil des collaborateurs, le type, intrinsèquement, comment ce collaborateur fonctionne, et puis après le regard du manager sur ses équipes est un petit peu différente. Donc déjà sur les générations, à la Française des Jeux, on a une forte prédominance à prendre des jeunes en alternance. Donc un jeune en alternance, il est là, il doit apprendre et il veut un tuteur, il a besoin d'un tuteur. Donc son attente, elle est passer son diplôme, aller jusqu'au master. Et puis après, on a des jeunes diplômés qui arrivent, qui viennent d'être embauchés, alors quelquefois dans des très grandes écoles, dans lesquelles quelquefois des mauvaises écoles leur apprennent que comme ils ont fait une grande école, ils vont être chefs tout de suite et ils vont réussir. Et moi, je suis celui qui leur dit, ben non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut le diplôme, il faut le master, il faut le niveau intellectuel, mais après, il y a quelques étapes à franchir. Et puis après, on a des middle, des cadres qui, méritants, quelquefois, sont montés par le rang. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les collaborateurs qui montent par le rang. Ils n'ont peut-être pas fait de grandes études, ils n'ont peut-être pas la grande école, et quelquefois, ils peuvent en remontrer dans leur savoir-faire et dans leur apprentissage tout au long de leur vie. Et puis après, il y a cette notion horrible qui a été inventée par un ministre qui un jour a dit en 2005, à 45 ans, on est un senior. Parce que ça a été dans une loi, c'est dans une loi en France qu'on dit qu'à 45 ans, on est un senior. Quelle erreur pédagogique! Le mot senior peut être perçu comme péjoratif. À la Française des Jeux, on a tué cette idée de senior. On a créé les jeunes seniors. On les appelle les géniors. 45-55 ans. Et plus de 55, ok, je veux bien qu'on les appelle les seniors. Et on dit à nos 45 ans, dans nos équipes, mais tu as encore 20 ans devant toi de carrière professionnelle. On ne sait pas quel sera l'âge de la retraite, mais à 45 ans, mais on a une vie devant soi pour faire des tas de choses. Avoir dit on est senior à 45 et il faut commencer à se dire bon ben oh, on est dans la après avoir eu l'asymptote, on descend dans sa carrière, c'était une erreur. Et une fois qu'on a fait ce panel générationnel, on sait aussi que l'âge ne veut rien dire. On a dans notre entreprise, j'ai des 60-65 ans, j'ai même un 67 ans. C'est un jeune homme qui a la frite d'un gamin de 22 ans. Et on sait qu'on reçoit des candidats. Alors ils peuvent être Facebook, ils peuvent être YouTube, ils peuvent être tout ce que vous voulez, mais ce sont des vieillards. C'est-à-dire qu'à mes yeux,
Ils sont extrêmement étroits dans un fil conducteur qui est le smartphone, qui est un certain nombre de choses. OK, ils connaissent un certain nombre de choses, mais ce n'est pas forcément l'âge qui détermine. Le deuxième regard que j'ai dans une équipe pour voir comment se positionner par rapport à cette gestion du temps, c'est une grille que j'aime bien regarder, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une grille de créativité qui, après un test, permet de découvrir chez chaque personne si on a affaire à quelqu'un qui est plutôt un idéateur, donc un visionnaire, un clarificateur, une personne qui coupe les cheveux en quatre et qui veut toutes les réponses, genre je veux 150% des réponses. Je connais certains polytechniciens qui sont comme ça. Je veux 150% des réponses avant de me lancer. C'est tout le contraire du test and learn. J'ai dit l'idéateur, le visionnaire, le clarificateur, la personne qui pose les questions, on en a besoin. Et puis, on a le développeur, donc là, c'est le chef de projet, c'est séquencé, c'est la planification, il y a des étapes pour construire quelque chose. On a besoin de développeurs. Et puis, le dernier, c'est le réalisateur. Alors là, c'est la personne qui a le culte pour passer la ligne d'arrivée, quels que soient les bords qu'il faut tirer pour y arriver. Et quand on fait ce test, chez chacun de nos collaborateurs, on découvre qu'il y a des prédominances. Des gens qui sont surtout réalisateurs et un peu moins clarificateurs, un peu moins idéateurs, etc. Et l'alchimie d'une bonne équipe, c'est d'avoir ces différents profils, parce que bien sûr, on a besoin des 4 dimensions pour réussir des projets, et il nous arrive de regarder comment on peut composer des équipes projets avec ces profils. Alors le regard du manager sur tout ça, franchement, c'est de l'art et du grand art que de manager et diriger des équipes avec des profils aussi différents. Tirer le meilleur de ses collaborateurs avec ses approches sur la temporalité aussi différentes, c'est vraiment de l'art. Et ce manager, il doit lui-même gérer son emploi du temps. Ne pas être totalement submergé par les importuns, par les personnes qui finalement ont oublié d'avoir une vie privée et qui passent leur vie dans l'entreprise. Ça existe. Je n'ai plus du tout d'équilibre vie privée, vie professionnelle, et puis je n'ai plus qu'une vie professionnelle, et donc tout le monde doit s'adapter à eux. Si c'est un dirigeant, c'est dangereux. Donc ce manager, il doit gérer son agenda, gérer son temps pour lui, et pour pouvoir offrir du temps aux autres. Parce que pour manager, il faut offrir du temps aux autres. On revient sur cette notion de temps. Et pour finir, en préparant cette petite intervention, j'ai relu un passage ce week-end du livre de Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major de l'armée. Et on lui posait la question, mais en tant que chef d'état-major, quelle a été la chose la plus difficile que vous ayez eu à gérer? Il a répondu, la gestion de mon agenda. Merci, merci Pierre-Marie. Alors Eric, j'avais envie d'évoquer avec toi cette notion de décision. Comment, à titre personnel, comment tu fonctionnes pour déterminer le bon timing face à une prise de décision? Et puis en entreprise, de la même façon, par rapport à tes équipes, comment tu déclenches la prise de décision? Bien, alors ce sont deux questions qui en fait sont un peu atemporelles, puisque prendre une décision par rapport à un timing, c'est un peu le sujet de n'importe qui dans une entreprise, finalement, à n'importe quel moment du temps. Simplement, on fait avec les outils que l'on a. Moi, il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que ma conviction personnelle, c'est qu'une journée dure 24 heures, et que de toute façon, on fera tout ce qu'on veut, le temps est borné. Et qu'en fait, ma seule échéance par rapport au temps sera l'échéance que je ne connais pas, qui est le jour de ma mort. Donc c'est ni triste ni gai, c'est comme ça. Et j'ai un rapport au temps qui est assez serein, qui est que de toute façon, un jour, ça s'arrête. Donc mon sujet n'est pas de savoir si j'ai le temps ou pas le temps. Mon sujet est ce que je vais faire du temps. Et dans l'entreprise, ça se traduit par quelles sont mes échéances. Et c'est Philippe, tout à l'heure, tu parlais de la durée. Moi, je vais parler de l'échéance, qui est un peu la même chose, une forme de dérivée mathématique de la courbe du temps. Quelles sont les échéances que l'on a dans une entreprise? Et les échéances sont multiples et malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, ce qui rend le job intéressant, c'est qu'on est dans des écosystèmes ou dans des systèmes que l'on maîtrise plus ou moins. Et les échéances nous sont parfois imposées, parfois dictées par nous-mêmes. Parfois, nous dictons des échéances qui n'ont pas lieu d'être. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut mettre en œuvre. Et je pense que le sujet dans une entreprise n'est pas de la caler par rapport à des
comme on dit tout le temps, à des timings, mais de faire comprendre aux équipes la notion d'échéance. Donc, avoir 2 heures pour prendre une décision ou avoir 2 minutes pour prendre une décision, c'est pas plus grave, moins grave que d'avoir 20 jours. Le sujet, c'est est-ce que j'ai une bonne conscience de l'échéance? Et pour avoir une bonne conscience de l'échéance, il faut avoir, je pense, un minimum de cadrage et un minimum de planification. Alors moi, je ne suis pas du tout du style à planifier, je suis bordélique au possible. Jean-Pierre ou Pierre-Marie, tu parlais de celui qui avait un problème d'agenda. Bon, moi, je ne suis pas du tout général, je ne suis pas caporal, mais j'ai aussi, mon problème, c'est la gestion de mon agenda. Mais par ailleurs, j'essaye quand même dans l'entreprise de donner quelques caps. Et je repensais à ça, puisqu'on fait un peu dans la séquence comment j'ai démarré. Je me rappelle chez Mobile, Génémaron m'avait expliqué qu'il fallait faire des business plans sur 15 ans. Ouais, c'était comme ça. Et donc on savait un peu, mais c'est pas grave, puisque c'est la dérivée de ce truc qui était important. C'est qu'en fait, on savait que c'était faux. C'est comme un budget. Maintenant, on fait un budget sur un an. On sait d'avance que quand on fait un budget en octobre pour octobre d'une année pour prévoir ce qui va se passer en décembre de l'année d'après, on sait que c'est faux. Mais on a cette espèce de rapport au temps qui est un peu supra-intellectuel. Donc moi, je pense que ce qui est important, c'est maintenant de donner des caps. Et bien plus que de dire on va être là en 2024 et autres, moi, ce que je dis maintenant, c'est qu'on va par là, dans cet horizon de temps à peu près donné. Et en fait, ça fonctionne assez bien parce que Pierre-Marie t'en parlait, notre sujet, on n'est pas un être, quand on dirige une boîte, en fait, on doit faire avancer tout le monde à peu près dans le même sens, sachant qu'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de distance, il n'y a plus de géographie, si on veut caricaturer avec les réseaux sociaux. Donc il faut quand même donner un plus petit commun multiple. Avant, on faisait les plus grands communs dénominateurs. Maintenant, il faut un plus petit commun multiple. Et le PPCM de cette affaire, c'est on va par là à peu près à tel moment. Et maintenant, je vais vous expliquer à peu près quelle est votre place. Jusque-là, ça va. On est dans un ordre désorganisé, mais qui organise l'entreprise. Et ensuite, c'est là que la notion d'échéance arrive. Selon les urgences, il faut plus ou moins tomber dans quelque chose de cadré. Donc là, par exemple, dans ma boîte, je me suis mis d'accord avec mon actionnaire sur un plan à 6 mois. Bah là, je suis dans la caricature du plan à 6 mois. J'ai une échéance à 6 mois. Voilà. Et donc, je gère mon échéance à 6 mois avec 15 petites lignes et des dates, et toutes les semaines, je refais mon truc. Je déteste ça, et en même temps, si je ne le fais pas, je ne fais pas mon job. Par ailleurs, je travaille finalement dans un système complexe, comme les définissait Joël de Roné, donc j'ai ce truc qui avance, mais ce qui me fait que j'ai de la motivation pour faire avancer ça, c'est que je suis dans un autre temps, qui est le temps de la stratégie de l'entreprise. Je pense qu'elle va par là, je pense qu'on crée un modèle qui n'existe pas dans la distribution d'assurance, je pense qu'on attire des startups, je pense que, etc. Et certains pensent que, et on est dans un autre temps parallèle. Donc encore une fois, on gère, je pense qu'il n'y a pas, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je raconte, mais il n'y a pas une réponse en tant que telle. On gère un certain nombre de choses, comme dans un système complexe. Donc en ce moment, je gère mon échéance à 6 mois, tout en gérant une dynamique où je raconte à mon actionnaire que oui, son échéance à 6 mois, c'est très bien parce que c'est ce qu'il faut faire, mais moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est quand je vais les revoir en décembre pour expliquer comment il faut mettre 20 millions d'investissements pour faire développer la boîte. Merci Eric, c'est très clair. Didier, alors on va parler de ton livre, hein. Merci, je crois que vous avez pu voir à l'entrée la révolution du nom que vient de sortir Didier Pitlet en début d'année, qui a un grand succès déjà, et tu y abordes le rapport du temps des jeunes talents tenté par ce que tu appelles l'entreprise buissonnière, le rejet de l'entreprise, le rejet du temps d'entreprise et de ses modèles classiques. Est-ce que tu peux développer sur ces... Oui, avec plaisir. L'entreprise buissonnière, c'est un phénomène qui est émergé depuis 3-4 ans à peu près, alors qui fait déjà la une des journaux, puisque on encense tous ces jeunes qui plaquent tout du jour au lendemain pour monter et un restaurant et une fromagerie, ou alors aller au bout du monde. Ce sont un peu des nouveaux activistes, entre guillemets, de la pensée. Moi, quand je me suis intéressé à cela pour approfondir cette révolution du nom, je me suis rendu compte surtout que c'était des jeunes gens qui, la plupart du temps, étaient issus de très bonnes formations,
qui avaient démarré une vie professionnelle à des bons jobs, des bons salaires, etc., et qui, un beau jour, généralement vers 28 ans, se réveillent et se disent « Ah, aucun espoir ». Et là, on rentre dans le rapport au temps. Pourquoi ? Parce que le miroir renvoyé par les organisations, parce qu'on parle beaucoup de la flexibilité, de l'agilité, on a tout un verbiage actuel qui tente à prouver que l'entreprise se remet en question, évolue, etc. Dans les faits, objectivement, ça ne bouge pas beaucoup. Ça reste très top-down. Le grand Mamamouchi, là-haut, il est dans sa dimension pyramidale, etc. Et ces jeunes gens, donc la génération Z, qui est arrivée dans un monde fluide, qui s'est créé un monde sans frontières, on l'a décrit tout à l'heure, où le temps est instantané, etc. Ce miroir-là, pour les... Je ne sais pas s'il faut les qualifier les plus courageux, les plus inconscients, je ne sais pas, on n'a pas de recul par rapport à ça, eh bien, ce n'est pas synonyme d'avenir. Et donc, ce qu'ils ont tendance à plaquer, c'est plutôt le modèle d'entreprise, le rapport au temps où tout de suite, mais sans comprendre le sens, parce que le temps d'entreprise, pour eux, est souvent très schizophrène et générateur de souffrance. Quand on parle de mal-être, de burn-out, etc., eux, ils le voient, cela. Et déjà, ils l'ont vu chez les parents, bien évidemment. Et quand ils rentrent, ils voient leur chef qui pète un câble parce que le grand chef demande ci, etc. Et bien tout ça, ça fait tache d'huile. Et c'est très intéressant quand moi j'ai la chance de rencontrer des promos d'alternants en master, et quand ils sortent des entreprises qui les accueillent, ils me disent « mais oh, c'est horrible ». Et il ne faut pas sous-estimer cela, parce que c'est globalement leur projection dans le temps. Et donc, ils préfèrent redevenir maîtres de leur temps. Eux, ils ne veulent pas perdre leur vie à la gagner. Globalement, c'est un petit peu ça, l'école buissonnière. C'est je veux faire quelque chose qui me fait exister. J'ai un exemple que je vous fais partager très brièvement. Un jeune homme, très bonne école de commerce, rentré dans un très grand groupe de conseil, très bon salaire. Sa copine, chef de produit dans une grosse boîte de cosmétiques, très bon salaire, etc. Et bien, ils arrivent à 28 ans face à ce constat. Si on continue comme ça, on va se perdre. Résultat des courses, ils ont ouvert un tout petit restaurant, je vous donne le nom, comme ça vous pourrez y aller, ça s'appelle Gramme au Marais. Il doit faire 30 mètres carrés, le resto. Il est plein. Ils bossent comme des dingues. Et là, ils fêtent leur 1 an. Et je les ai vus il n'y a pas longtemps. Je leur dis, mais alors, vous ne regrettez pas ? Je dis, mais tu rigoles. On est libre et on est heureux. Le rapport au temps de ces jeunes qui font l'entreprise buissonnière, eh bien, il a une quête, être libre et être heureux, ce que ne peut pas, semble-t-il, garantir l'entreprise d'aujourd'hui. Merci Didier, on ira visiter le Gramme, on ira dîner au Gramme. Alors Eric, je reviens vers toi maintenant parce que je crois que tu as un problème de timing. J'aimerais parler de créativité et, et d'innovation et de ce rapport au temps finalement. Certains disent que la créativité émerge plus quand on se révèle plus favorablement quand on est sous pression du temps, sous une pression temporelle extrême. Finalement, cette urgence est propice à de grandes créativités. Quel est ton sentiment par rapport à cette Non, déjà, urgence ? tu vois, tu casses les règles du temps. Je pense avoir 10 minutes pour me reposer. Non, mais c'est marrant. Tu vois, on parle de temps et le temps, on l'organise finalement inconsciemment dans sa tête. Bon, au-delà de ça, merci. Donc, concernant la créativité, je pense qu'il y a deux choses. Encore une fois, c'est quand même très lié aux personnalités. On ne va pas reparler, on pourrait faire un état d'analyse sur les artistes et les processus de création. Si on vient dans l'entreprise, il y a un exemple que je voulais partager. Parce qu'encore une fois, le temps est ce qu'il est. Donc, bon, après, on va faire des truismes. Aujourd'hui, c'est comme ça. Et comment on fait pour retrouver, garder ce que Didier mentionnait aussi, qui est une forme de joie de vivre, de joie de créer dans des entreprises où, effectivement, le rapport au temps fait que tout est visible tout de suite, et notamment le résultat qu'on aura ou qu'on n'aura pas. Et on a même maintenant les modèles d'intelligence artificielle qui prévoient déjà ce qui va se passer avant même qu'on les crée, donc c'est quand même assez intéressant. En fait, il y a un modèle qui marche assez bien, qui est, je trouve, une vaste fumisterie, mais c'est marrant, ça marche, c'est la méthode agile. Donc la méthode agile, c'est quand même assez amusant, puisque ça consiste à quoi ? Ça consiste à dire, donc je vais parler de projet IT, puisque c'est ce qu'on fait beaucoup,
Plutôt que de dire on va faire une version 1, une version 2, une version 3, on va faire un MVP qu'on va faire tous ensemble autour d'une table en mettant des post-it. Et puis, vous allez voir, après, quand on aura fait le MVP, on fera un sprint 2, un sprint 3, un sprint 4, un sprint 5. Et en fait, la méthode agile, sous des aspects très caricaturaux, permet de faire quoi ? De casser ce qui tue toutes les boîtes qui font du dev, qui est le triptyque budget, timing et scope qui est attendu. La méthode agile permet en fait, de casser, pour moi, à prix, on peut prendre en tout cas la variable temps comme une variable qui n'est plus un impondérable, partant plutôt du principe qu'il y a une co-création entre toutes les parties prenantes qui permet de dire on va se mettre d'accord sur un minimum, alors je ne sais plus, c'est minimum valuable product, quelque chose qui ne sera pas ce qu'on voulait, mais qui va être conforme au temps que l'on a, aux ressources que l'on a, et qui casse en fait la contrainte de il faut que ce soit fait pour telle date. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire. Quand on démarre un sprint, on se met autour de la table. Encore une fois, on a une vague idée de là où on a envie d'aller, quand même, à un moment donné. Donc à un moment donné, c'est entre le mois N et puis 3 mois plus tard, on va dire. Donc on n'est quand même pas à un jour près. On se met autour de la table, tout le monde papote. Alors effectivement, il y a ceux en barbe et en claquette, et puis ceux qui restent en jean et qui mettent une veste encore. Mais cette diversité fait que on arrive justement avec nos formatages. Cette diversité fait que le rapport au temps, pour moi, d'une certaine façon, il a disparu. Il a disparu parce que on n'a pas de contraintes. On sait que à l'issue de la réunion, on va faire quelque chose qui sera livré dans la tranquillité, dans la sérénité. Et donc, on n'a pas de tension. Alors, je dis que c'est une petite fumisterie parce qu'avant, quelque part, on le faisait autrement, mais on s'en fiche. Ça marche bien. Et je trouve que c'est, pour moi, je l'ai mis en place, là, on l'a généralisé dans l'entreprise depuis 4 mois. On est passé de stade de souffrance, de panique, de clients qui hurlent, de patrons qui stressent et de démission, un taux de turnover assez incroyable. Aujourd'hui, on verra combien de temps ça dure. Mais un taux d'adhésion, un taux de motivation, et surtout à quelque chose qui me paraît beaucoup plus conforme au temps présent. C'est-à-dire qu'on fait un peu... L'intérêt du temps présent, c'est qu'on a l'impression qu'on peut tout faire, pourvu qu'on l'organise un peu. On fait un peu comme on peut. Voilà, et les clients adorent. Merci. Alors Jean-Pierre, on peut peut-être reprendre le sujet de cette intoxication par la hâte, cette citation de Paul Valéry qui date d'il y a quelques années déjà, et cette incapacité à prévoir l'avenir, telle que l'a évoqué Véronique tout à l'heure. Quel est le phénomène, selon toi, derrière cette vacuité projective, peut-être des plus jeunes et même des plus anciens ? Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu partages ce sentiment ? Et est-ce que tu anticipes un retour en arrière, éventuellement ? Alors, Paul Valéry, pour Paul Valéry, je vais t'en proposer une autre de citation. C'est dans les toutes dernières strophes du Cimetière marin. Et il y a ces 3 vers où il dit Zénon, cruel Zénon, Zénon d'Élée, m'aurais-tu transpercé de cette flèche ailée qui vibre, qui vole et ne vole pas. Et en fait c'est cette idée, ce paradoxe qu'on a appelé le paradoxe de Zénon, ou le paradoxe de la flèche, ou du mouvement de la flèche d'Achille, qui consiste en quelque sorte à dire, finalement, si on décompose le vol de la flèche d'Achille à l'infini, on aboutit simplement à une infinité de successions de temps fixes, ou de points fixes. Et alors, quelque part, c'est une sorte de négation de la notion de temps. C'est aussi finalement les 24 images secondes des animations cinématographiques. Et donc c'est cette idée de ramener à un moment donné le temps à cette succession, ce qu'on dit aussi, enfin, qui est le fait que la marche est un déséquilibre constamment rattrapé, enfin des choses comme ça. Alors, je crois que là où je modère un petit peu ce que tu dis sur la prégnance ou la dictature du présent qui nous empêcherait de regarder le futur, de le prévoir, a fortiori de le prédire, j'ai tendance à penser que ce n'est pas
pas la puissance du présent qui nous empêche de faire ça. C'est tout simplement une infirmité de la condition humaine. Et il y a une citation que j'aime beaucoup aussi, qui, elle, est d'un obscur journaliste du début du siècle dernier, qui s'appelait Albert Mousset, et qui, dans un ouvrage qui s'intitulait « Paradoxe sur le présent, sur le passé, le présent et l'avenir de l'Europe », et qui disait la chose suivante, il disait « L'économiste est la seule créature qui, contrevenant à la volonté divine, prétende au don de prophétie. C'est ce qui explique l'acharnement que Dieu met à le confondre. » Et donc là aussi, je pense que le fait d'admettre ce que nous disait Philippe Gabillet tout à l'heure, le fait d'admettre que nous avons une forme d'incapacité à voir le temps qui est devant nous, parce que justement, s'il était devant nous, on le verrait, comme tu le disais si bien tout à l'heure, je pense que ça ne veut pas dire qu'on doit s'abstenir de l'explorer, de l'étudier, d'essayer aussi d'en tirer des conclusions ou des anticipations. Et c'est l'aspect mémoire, contemplation, etc., dont tu parlais tout à l'heure. Et moi, ça me renvoie à un mythe que j'aime bien, qui est le mythe de la machine à explorer le temps. C'est George Orwell d'une certaine façon, mais aussi Bob Moran dans Les chasseurs de dinosaures, ou aussi Black et Mortimer dans Le piège diabolique. C'est cette idée à un moment donné que si on était capable de revenir en arrière, et je rejoins un peu ta question sur retour en arrière, si on était capable de revenir en arrière et de situer les endroits où éventuellement telle ou telle faute a été commise, qui a entraîné des erreurs ou des, ou des mécomptes aujourd'hui, on arriverait vraisemblablement à redresser un certain nombre de situations. Et ça, dans le fond, quand on y regarde d'un peu plus près et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe dans les entreprises, ça n'est rien d'autre quand on se dit qu'on est capable d'évaluer aujourd'hui la valeur d'une entreprise ou d'essayer d'anticiper sur son avenir. On est complètement dans la philosophie, si on peut dire, des due diligence, ou dans la philosophie, effectivement, des plans stratégiques à 15 ans, etc. Donc, cette idée de la capacité ou non d'anticiper, qui finalement valorise à la fois l'historicité de l'entreprise, et c'est pas non plus étrange que toutes les plaquettes qui présentent les grandes entreprises éprouvent le besoin de dire qui sommes-nous, d'où venons-nous, qu'avons-nous fait. C'est aussi une façon de dire, écoutez, le passé, quoi qu'il soit dit dans les brochures qui sont éditées par les marchés financiers, les performances passées ne sont jamais garantes des performances futures. Mais tout ça, ça veut dire aussi que ce qu'on valorise, c'est l'expérience. Ce qu'on valorise, c'est l'expérience des managers qui ont vécu ou non telle ou telle situation dans le passé. Ce qu'on valorise, et on le sait bien, c'est aujourd'hui plutôt les soft skills, etc. Et ce qui me permet simplement de rejoindre alors un peu ce qui se passe dans un groupe de formation professionnelle comme l'IGS, c'est l'injection de plus en plus dans les cursus de ce qu'on pourrait appeler les humanités. C'est-à-dire d'essayer de redonner à ces étudiants qui deviendront un jour des grands managers chez toi, c'est d'essayer de leur donner cette capacité à un moment donné, revenir sur soi, avoir des références culturelles, à réhabiliter le temps long par rapport au temps court. Et je pense que c'est ce qui peut-être permet de dire que si t'es Orwell, ou si t'es Paul Valéry, ou si t'es Bob Moran, ou si t'es Black et Mortimer, et pas complètement incongru, même dans un débat sur le management. Alors pour faire écho justement à ce débat, justement Pierre-Marie, quand on parle d'urgence, comment toi, tu définis cette urgence auprès de ces équipes? Comment tu arrives à détacher ce qui est urgence de ce qui est superflu éventuellement? C'est une vraie question qu'on a au quotidien dans l'entreprise. On est esclave de nos urgences, esclave de ce qui tombe du chef. Et comme ça tombe du chef, c'est urgent. Au lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'il me demande? Est-ce que c'est urgent ou est-ce que c'est important? Et puis, on a les urgences, bien sûr, de nos smartphones qui mélangent tout, des choses importantes et des choses non importantes, mais qui dérangent tout le temps, sans avoir pu avoir cette lecture
de l'analyse de ce qui est demandé. Et je crois que dans l'entreprise, on a besoin de juger des collaborateurs ou des managers pour savoir comment ils appréhendent les urgences. Et c'est pour moi aussi un critère d'évaluation pour choisir des dirigeants, des managers. J'ai eu la chance d'être DRH il y a très très longtemps, jeune DRH, et toute ma vie je me suis dit mais c'est quoi le critère pour, dans une people review, dans une revue de personnel, dire plutôt un tel qu'un tel et comment il passe le cap. Et je trouve que ce critère de savoir faire la part des choses entre les urgences et les importances, savoir dire non à son chef, tout ce que demande le chef n'est pas urgent, tout ce qu'il demande peut être important, voire peut-être accessoire. Et être capable de traduire cela pour ses propres collaborateurs avec cette grille de lecture urgence, importance, c'est un premier critère d'évaluation d'une personne qui n'est pas esclave du temps et qui est maître de sa propre vie ou de sa vie professionnelle ou des objectifs qu'on lui a confiés. Et souvent, je regarde ce critère. On a des collaborateurs qui sont champions du monde en mode pompier, et puis qui sont moins dans la planification et dans des choses comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont bien plus dans la planification et moins dans l'urgence. Et donc, aborder le critère urgence et importance dans l'appréciation de qui peut grandir en management ou pour devenir dirigeant. Aborder le critère, l'essentiel de l'accessoire, être capable de faire la part des choses entre l'essentiel et l'accessoire, être capable de faire la part des choses entre quelqu'un qui est très bon en opérationnel quotidien et est-ce qu'il peut être dans de la construction, on parle de run ou de build, là encore c'est un nouveau critère. Plus le collaborateur et plus le manager ou plus le dirigeant performe dans la lecture de ces grilles, plus il se les applique à lui-même et plus il est capable de les apprendre à ses collaborateurs, plus on va aller vers un choix d'une personne qui dirige sa partie pour les objectifs de l'entreprise et pour la performance. Et je résiste pas au plaisir de ma petite citation à moi que j'aime. C'est Saint-Exupéry sur le sujet du temps. Je trouve qu'elle nous fait bien réfléchir. Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince qui parle. Si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Très belle conclusion. Merci Pierre-Marie. Merci à vous trois.